Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là après cette courte pause qui est un peu ma faute, on va se le dire. Alors, merci de votre patience. Alors, on est dans la première séance forum. Donc, on l'a expliqué à les forums communautaires. L'objectif, on fait ça depuis plusieurs années au CRIMT, c'est de rassembler des experts universitaires et des acteurs du monde du travail. Cette séance-ci est chère à mon cœur et un peu particulière parce que ce sont des experts de la mesure de la qualité du travail et de l'emploi au Québec, au Canada, en France et en Europe qui vont nous parler un peu des défis auxquels on fait face présentement, face aux turbulences, aux perturbations dans le marché du travail. On parle de polycrise, comment on mesure maintenant la qualité du travail dans ce contexte. Donc, ce qu'on s'est proposé de faire après quelques petits échanges, on a trois collègues qui sont en ligne. On a Luc Cloutier-Villeneuve qui est ici, Daniel Vergara. Alors, Luc Cloutier-Villeneuve de l'Institut de la statistique du Québec, Daniel Vergara de Statistique Canada. On va commencer par une petite présentation là, qui vont faire 10-12 minutes, si je ne me trompe pas. Hein, ils vont me regarder avec des gros yeux. Et ensuite, on va passer la parole aux collègues aussi qui vont faire des présentations en ligne. Et après, on va faire une petite table ronde avec des échanges. Puis je vous invite à réfléchir à vos questions, à réfléchir à vos interventions que suscite leur présentation, puis on va pouvoir les mettre dans la mêlée, vos interventions et vos questions. On a déjà réfléchi à un certain nombre de questions qu'on pouvait se poser collectivement. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à mon collègue Luc Cloutier-Villeneuve. Alors, les personnes du Québec ici ont assurément lu des études et des produits de Luc dans les dernières années. Merci beaucoup, Dalia. Je vais essayer de parler assez lentement. Évidemment, je vais passer vite sur plusieurs acétates. S'il y a des personnes qui veulent avoir la présentation, je pourrais la fournir. Il y a beaucoup d'informations en annexe aussi qui peuvent éclairer. Vous allez avoir peut-être beaucoup de questions sur le modèle qui est présenté. Je n'irai pas dans le détail parce que sinon, je n'aurai pas de résultats à vous présenter. Donc, merci encore à Dalia pour l'invitation. Comme vous savez, le contexte, je parle vraiment pour le Québec. Je suis désolé, je n'ai pas de perspective internationale ni nationale. C'est vraiment une analyse, un modèle, mais qui s'applique aussi aux autres provinces puisque j'utilise les données de Statistique Canada, en l'occurrence l'enquête sur la population active que vous connaissez. Évidemment, le contexte du marché du travail actuellement est en resserrement. On parle de pénurie. On parle aussi d'impact sur les négociations, sur les conditions de travail qui peuvent être plus favorables. On a vu là, des ententes salariales assez exceptionnelles en termes de croissance des salaires. Ça va être intéressant de savoir comment ça se traduit. Par contre, bon, un marché du travail qui intègre de plus en plus les immigrants. Les personnes immigrantes au Québec, là, je parle pour le Québec, dans les 10 dernières années, n'eût été de leur présence, on n'aurait pas eu de croissance de l'emploi au Québec. C'est aussi simple que cela. Et aussi de croissance de la population. Donc, la présence accrue des immigrants pose la question de leur intégration. Est-ce qu'ils sont en mesure d'utiliser leurs compétences, d'être reconnus? Il y a également toute la question du vieillissement. Donc, on ne vous apprend rien. Par contre, on voit qu'il y a comme une espèce de reprise d'intérêt sur les perspectives à l'égard de la retraite. Donc, on veut savoir dans quelle mesure les gens pourraient continuer à travailler dans des conditions intéressantes. Donc, ce sont un peu des aspects généraux. Il y a aussi la présence des femmes. Donc, c'est un des paramètres qui m'intéresse beaucoup sur le marché du travail. D'ailleurs, d'ici à peu près moins de 2 semaines, on va publier une étude sur la participation des mères au marché du travail au Québec, mais aussi en comparaison avec les autres provinces canadiennes, voir un peu l'évolution du taux d'emploi, qui est un des premiers indicateurs, dans le fond, du marché du travail. À l'Institut, on a cru bon de développer un cadre conceptuel. Ça fait depuis 15 ans qu'on travaille sur la question de la qualité de l'emploi. Et là, on a dit, bon, bien évidemment, il se fait beaucoup de choses. Les Européens sont en avance sur cette question. Donc, on va essayer un peu de conceptualiser qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, on a identifié des niveaux. Méso, micro, bon, il n'y a rien de nouveau, c'est une approche, mais c'est vraiment, c'est vraiment la question de la qualité de l'emploi, selon le cadre conceptuel qui est présenté ici, qui repose, je dirais, sur la négociation des conditions de travail, notamment dans un contexte syndiqué. Donc, on voit que les éléments ici qui sont présentés vraiment figurent dans les enjeux des conditions de travail ou des négociations au Québec et aussi ailleurs au Canada et dans le monde. Parler de qualité de l'emploi ou qualité du travail, ça implique un enjeu conceptuel de définition. Il existe plusieurs mesures. Il y a des mesures internationales. On peut y aller par typologie, par indice, par désagrégation ou agrégation. L'Institut a développé pour sa part un petit modèle de typologie de qualité d'emploi à 3 niveaux.
L'objectif était de faire un suivi du marché du travail, qui se fait encore actuellement, pour voir dans quelle mesure le marché du travail, les emplois qui sont offerts ou détenus sont des emplois de qualité ou de moindre qualité. Vous voyez les dimensions qui étaient disponibles dans l'enquête sur la population active: rémunération, qualification, heures de travail et stabilité. Ce qui est important de retenir dans le modèle qui est proposé, c'est que la rémunération n'est pas un critère absolu, ce qui veut dire que les très hauts salariés qui pourraient faire de très longues heures de travail ne seraient pas considérés comme un emploi de qualité. On peut discuter de la pertinence, de la justification. C'est un modèle qui a été retenu. Les heures de travail jouent donc un rôle important, tout comme le fait d'être surqualifié dans son emploi ou d'avoir un emploi qui est stable, évidemment, ou non. Évidemment, ça touche juste les 9 sur les 9 dimensions de notre modèle. On en a 4 seulement, mais on peut s'attendre à ce que ce soit quand même des bons proxys. Juste pour un peu identifier, si on annualise les résultats, dans le fond, des 3 niveaux de qualité en termes horaires, hebdomadaires et annuels, les emplois de qualité faible au Québec en 2023 correspondraient environ à des emplois de revenus de 34 000. Et si on va vers la qualité moyenne, on parle des emplois de revenus de 68 000. Et la qualité élevée, celle qui, disons, score au point de vue rémunération, stabilité, heures de travail, 30 à 40 heures principalement. Qualification élevée, on parle des niveaux FAIR, pour y revenir, 2, en fait, 3, 1, 2 et gestion. Donc, on parle des emplois d'environ 80 000 par année. C'est des moyennes. Pour comprendre un peu l'évolution au Québec, la rémunération ou des emplois, un des indicateurs forts, l'apport de l'emploi bas salaire, qui est un indicateur retenu dans les données de l'OCDE, entre autres, ça équivaut aux 2 tiers du taux horaire médian. Donc, on voit qu'au Québec, et probablement aussi ailleurs au Canada, le taux d'emploi bas salaire est à la baisse durant les 15 dernières années environ. Alors, on arrive avec justement la répartition ici de l'évolution de la qualité de l'emploi au Québec. Évidemment, c'est un modèle général. On ne rentre pas, disons, nécessairement dans les composantes détaillées, mais ce qu'on voit, dans le fond, c'est que la qualité faible a augmenté au profit de la qualité élevée. Selon le modèle qu'on nous présente, environ 40 des emplois au Québec seraient de qualité élevée ici, comparativement à 25 en 2006. Je le sais que cette donnée peut surprendre compte tenu qu'on nous parle d'un marché du travail toujours en tension, toujours en ébullition, toujours avec des enjeux. Il faut comprendre qu'ici, la mesure de la qualité de l'emploi repose sur les 4 dimensions et exclut aussi toutes les dimensions charge de travail, reconnaissance, qualité de vie au travail. Toutes ces dimensions-là, ça déborde le cadre conceptuel, mais évidemment, ça peut aussi être pris en compte pour mieux apprécier la qualité de l'emploi. Par exemple, une infirmière pourrait se retrouver avec un emploi de qualité selon le modèle, mais quand on lui demande est-ce que vous avez l'impression de faire un travail qui a du sens, elle va vous répondre non. À ce moment-là, évidemment, on doit questionner est-ce que c'est un emploi de qualité. Le parallèle, en fait, avec différents groupes, on voit ici, en 2006, les personnes immigrantes, selon le modèle, environ la moitié des personnes immigrantes avaient un emploi de faible qualité. Donc, je résume l'emploi de faible qualité, une rémunération horaire assez limitée, des emplois souvent instables, une qualification faible ou des travailleurs surqualifiés. On voit que ce taux est quand même assez élevé par rapport aux personnes natives, qui étaient d'environ 36 Chez les non-syndiqués et syndiqués, on voit que les emplois non syndiqués étaient beaucoup plus désavantagés sur ce plan-là, tout comme les femmes par rapport aux hommes et tout comme le secteur privé par rapport au secteur public. Si on regarde maintenant l'évolution de la part de qualité faible, on voit que, suivant la tendance générale, tous ces groupes ont connu des diminutions importantes. Évidemment, ça s'est traduit par une amélioration de l'emploi de qualité élevée, comme on peut le voir ici dans les courbes bleues. Par exemple, dans le secteur public, qu'environ une personne sur 2, selon le modèle présenté, aura un emploi de qualité élevée en 2023. Ce taux tombe à 36 dans le secteur privé. Et quand on va voir chez les syndiqués et non syndiqués, on voit que l'écart s'est rétréci ici. Il faut comprendre que dans l'intervalle, il y a eu beaucoup d'emplois plus qualifiés qui ont été obtenus, meilleure rémunération avec plus grande stabilité. Et donc, l'écart s'est rétréci. Entre les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il y a presque plus d'écart aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure d'une publication sur les parents. Dans une deuxième partie, on s'intéressera justement sur la qualité d'emploi des mères et des pères. Mais je trouvais ça intéressant de terminer en présentant quelques résultats selon l'âge du plus jeune enfant.
Donc, on peut voir que chez les femmes qui ont des enfants en bas âge, moins de 6 ans, environ 36 avaient un emploi de qualité faible. Et on voit que dans les autres groupes également, c'est à la baisse. Donc, situation qui s'améliore de façon générale, ce qui donne l'impression, en fait, que le marché du travail a connu une amélioration, non pas pour euh, des groupes en particulier, mais de façon générale, ça semble être répandu. Reste que la qualité faible demeure toujours présente, mais la qualité élevée s'améliore chez les parents. Donc, un emploi sur deux chez les femmes ayant des enfants à bas âge, tout comme les hommes, ont des emplois de qualité élevée. Même chose pour les enfants, les parents qui ont des enfants de 6 à 12 ans, dont l'enfant le plus jeune est âgé de 6 à 12 ans. Ce qui m'amène à parler, évidemment, dans ce modèle, on est réduit à utiliser certain nombre de variables, compte tenu de la disponibilité, et aussi du suivi qu'on veut faire, d'avoir aussi la robustesse statistique. Mais il faut comprendre que Statistique Canada travaille très fort pour améliorer l'accès aux données sur la qualité de l'emploi. Je vais juste vous présenter d'autres dimensions, et mes collègues pourront compléter, qui sont disponibles et sur lesquelles on pourra jeter un regard, notamment sur les parents, pour voir dans quelle mesure, par exemple, la garde d'enfants et l'avancement professionnel est avantagé ou non chez les mères ou les pères, le stress au travail, les horaires atypiques, l'empiètement sur la vie privée, sont des éléments vraiment pertinents sur la question de la conciliation et qui sont reliés avec la qualité de l'emploi. Évidemment, ça pose toujours le problème du défi, la disponibilité des données sur la qualité de l'emploi. Pour avoir fait ma thèse de doctorat sur les 4 dimensions que vous avez vues, à l'époque, on a fait du millage quand même avec ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on voudrait aller plus loin, on voudrait en avoir. Et quand on regarde ce qui se fait en Europe avec Eurofound, l'enquête sur les conditions de travail, on se dit, ça serait vraiment intéressant d'avoir un peu l'équivalent pour mieux analyser. Vous savez sûrement, certains d'entre vous, l'écotest, qui était une enquête qui a été faite en 2008 par l'Institut, en collaboration avec l'IRSST et l'INSPQ. Donc, je donne des acronymes qui ne sont peut-être pas connus ailleurs qu'ici, je m'excuse. Mais par contre, c'était une enquête assez riche qui avait une gamme très étendue d'indicateurs de qualité d'emploi. Je sais que nos collègues de StatCan, évidemment, travaillent sur ces dimensions-là, veulent élargir le cadre d'analyse, rendre des données disponibles. Donc, ce que je voulais passer comme message, dans le fond, c'est qu'on a hâte que les données deviennent disponibles pour pouvoir utiliser ça pour avoir une meilleure lecture de ce qui se passe en matière de qualité d'emploi. Évidemment, il y a des conditions financières aussi reliées à ça. Il y a la régularité aussi, la fréquence de ces enquêtes-là. Et un élément sur lequel je n'ai pas discuté, qui m'apparaît fondamental, c'est le point de vue des personnes salariées sur leur qualité d'emploi. Souvent, il y a une certaine concordance entre le fait qu'on y attribue des emplois de qualité donnés avec une certaine satisfaction. Mais je pense que c'est important de regarder aussi la satisfaction globale, mais aussi la satisfaction sur les éléments en eux-mêmes. Les travaux européens ont déjà beaucoup étudié ces questions, donc ça m'apparaît fondamental. Ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Luc. Et là, on va céder la parole à Daniel Vergara. Daniel Vergara qui a travaillé pendant plusieurs années, il faut le dire, à la direction de la santé publique de Montréal, qui s'est spécialisé sur les enjeux de santé au travail dans ce contexte-là, mais aujourd'hui analyste principal au Centre d'information sur le marché du travail à Statistique Canada. Je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour cette belle présentation, Luc. Ça fait une bonne introduction à ce que je vais vous parler ce matin. Oui, c'est ça, Dalia l'a dit. Je travaille au Centre d'information sur les marchés du travail Statistique Canada. Et plus précisément, j'ai fait partie d'une équipe dédiée aux mesures de la qualité de l'emploi. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que je me fais poser quand je parle à des gens qui me demandent sur quoi je travaille. Et je leur dis, je travaille sur la qualité de l'emploi. Et on peut me demander souvent, est-ce que ça s'améliore? Euh, et on dirait que la personne s'attend à une réponse comme oui ou non. Mais je pense que déjà, la présentation de Luc a un peu montré qu'il s'agit d'une question beaucoup plus complexe à répondre. Donc, j'espère aujourd'hui arriver à illustrer pourquoi il est difficile de répondre à cette question avec un simple oui et non, en vous parlant d'un cadre de référence qu'on utilise pour mesurer la qualité de l'emploi, en survolant comment on collecte et on diffuse ces informations chez Statistique Canada, comment on les rend disponibles aussi à tous les Canadiens et comment on peut répondre à ces questions avec un exemple concret. Donc,
OK. Oui, c'est bon. Donc, depuis le début des années 2000, Statistique Canada est un membre actif de diverses initiatives internationales portant sur la mesure de la qualité de l'emploi. Ces efforts se sont consolidés en 2012 par la mise en place du groupe d'experts sur la qualité de l'emploi de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Le Canada a contribué à l'élaboration du cadre statistique de la qualité de l'emploi et continue à coprésider ces groupes de travail. Les cadres ont été créés par et pour les statisticiens du travail, n'étant pas liés à un programme politique. Il offre plusieurs avantages, dont le fait qu'il offre une boîte d'outils flexible qui convient au suivi d'indicateurs individuels. Ce dernier point est clé car il faut suivre plusieurs indicateurs pour apprécier la qualité de l'emploi. Donc, je vous montre ici les 7 dimensions de la qualité de l'emploi que ces cadres reconnaissent et pour lesquels on a un certain nombre d'indicateurs qui sont rattachés. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste quelques exemples de certains indicateurs pour lesquels on a déjà des données disponibles. Il fournit une structure claire et cohérente pour fournir la qualité de l'emploi à ces cadres-là. Il traite, comme vous pourrez voir, un concept multidimensionnel qui est lié aux besoins humains. Donc, la perspective qui est prise par ces cadres-là, c'est la perspective de la personne qui travaille et non le point de vue sociétal ou corporatif. C'est sûr que, sans doute, on pourrait converger sur plusieurs points, ces acteurs-là, mais on pourrait aussi en diverger pour plusieurs. Donc, les 7 dimensions de ces cadres-là sont pas hiérarchiques, sont toutes d'égale importance. Et même si on adopte la perspective individuelle, les cadres tiennent compte de plusieurs niveaux qui déterminent la qualité de l'emploi, que ce soit les niveaux macroéconomiques, comme les aspects politiques qui déterminent, par exemple, les normes du travail, méso, comme par exemple les normes au niveau sectoriel ou d'une entreprise, et micro, comme les niveaux d'autonomie d'un travailleur. Donc, ces mesures sur les vécus des individus au travail qui sont conjuguées aussi aux indicateurs un peu plus, soi-disant, objectifs, là, comme ça peut être les salaires, qui ensemble permet de suivre et de refléter les grandes tendances économiques, sanitaires, climatiques, technologiques, qui permettent d'apprécier comment ces bouleversements impactent différents aspects du travail, comme s'améliorant ou se détériorant. OK. OK, oui, c'est bon. Donc, comment Statistique Canada rend ces cadres opérationnels? Bon, Luc l'a mentionné, c'est l'enquête sur la population active. C'est notre point de départ. C'est une enquête mensuelle qui s'est faite auprès des ménages. C'est la source officielle d'emploi et du chômage au Canada. L'objectif de l'enquête, c'est de répartir la population en âge de travailler, en personnes occupées, chômage, inactifs, et mesurer les tendances mensuelles du marché du travail. Cette enquête inclut également des données descriptives et explicatives de ces groupes-là, que ce soit les caractéristiques sociodémographiques des individus, mais aussi des caractéristiques de leur emploi ou de leur situation de chômage. Donc, déjà, l'EPA contient plusieurs indicateurs de la qualité de l'emploi. Luc en a mentionné plusieurs aujourd'hui. Mais à cette locomotive qui est l'enquête sur la population active, on attache quelques wagons qui sont les enquêtes, les suppléments. Donc, c'est un programme de suppléments qui a été lancé en janvier 2022 qui permet de distribuer les fardeaux de réponse parce que c'est déjà des répondants de l'EPA qui répondent à ces questions non obligatoires. Mais ça permet de minimiser l'impact sur les taux de réponse et la qualité des estimations de l'EPA. Donc, on a des modules mensuels, trimestriels, qui, comme je l'ai dit, sont
administrés après les questionnaires principaux de l'EPA. Dans les suppléments mensuels, on aborde différents sujets à différents intervalles de collecte, que ce soit aux 3 mois, à l'année, une fois par année, ou une fois aux 2 ans, etc. Donc, différents intervalles selon l'indicateur, la pertinence de les collecter selon la fréquence. Et ça nous permet de créer des séries chronologiques et suivre ces indicateurs dans le temps. Et ça bonifie les analyses du marché du travail qu'on fait à chaque mois. Vous entendez sans doute dans les médias, les résultats de l'enquête sur la population active, maintenant, on parle des les taux de chômage, etc. Mais il y a aussi des données qui viennent bonifier, qui viennent parler sur un aspect de la qualité de l'emploi précis. On a également les suppléments trimestriels qui nous permettent d'avoir un regard un peu plus approfondi sur un sujet spécifique. On aborde notamment les différentes formes d'emploi. Ce sont des collectes aussi qui nous permettent d'explorer certains sujets qui n'ont pas été explorés auparavant ou collectés auparavant plutôt, et aussi créer des séries chronologiques. Il y a également l'enquête canadienne sur les conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. C'est un questionnaire plus long qui couvre toutes les mesures, toutes les dimensions, de la qualité de l'emploi que je vous ai mentionnées et des mesures de bien-être en général. C'est des réponses directes et non par procuration. Donc, c'est vraiment un échantillon de ceux qui ont répondu à l'EPA. On fait un suivi 2 mois après leur participation à l'EPA. Puis, ces analyses permettent aussi d'avoir évidemment, on pourra faire des analyses multivariées, mais il y a aussi des aspects plus expérientiels des gens qui vont pouvoir répondre à ça. Un peu ce que Luc a dit, leur appréciation par rapport à certains aspects de leur travail, de leurs propres conditions de travail, au-delà des mesures qui sont déjà prises dans l'EPA. Donc, on a une publication sur la qualité de l'emploi au Canada qui est disponible sur Internet. Elle a été mise à jour la dernière fois au mois d'octobre, donc vraiment, ça vient d'être mis à jour. On a 27 indicateurs disponibles. Voilà quelques exemples des indicateurs, que ce soit l'employabilité, les taux de travailleurs indépendants, les cumuls d'emploi, etc. L'utilisateur a accès à des analyses détaillées sur chaque indicateur. On voit la répartition parmi les groupes sociodémographiques, les groupes d'âge, etc. Et aussi, lorsqu'il est possible, une série dans le temps pour voir l'évolution de l'indicateur. J'aimerais maintenant vous présenter 2 exemples qui permettent de mieux comprendre l'évolution de la qualité de l'emploi et illustrent la répartition parmi différents groupes de population. Donc, c'est un peu un exemple de ces portraits que je mentionne. On a choisi les taux d'employés couverts par une convention collective. Cet indicateur nous paraît pertinent pour la qualité de l'emploi. En fait, il est un indicateur important parce que ces emplois qui sont couverts par une convention collective sont souvent associés à des salaires moyens plus élevés, à un plus grand nombre d'avantages sociaux et à une plus grande sécurité d'emploi. L'indicateur peut aussi être utilisé pour évaluer l'évolution des relations industrielles au pays. Au Canada, 3 employés sur 10 ou 5,3 millions de personnes étaient couverts par une convention collective en 2023. Les employés du secteur public étaient près de 5 fois plus susceptibles d'être couverts par une convention collective que ceux du secteur privé. Or, les taux de couverture par une convention collective a suivi une tendance à la baisse depuis 1997, entièrement ou presque entièrement en raison d'une baisse de la couverture dans le secteur privé. Les taux de couverture sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes, ces premières étant davantage présentes dans des secteurs comme les soins de santé, les services sociaux et l'enseignement, où le secteur public est largement sous-représenté. Finalement, les jeunes avaient un taux de couverture syndicale parmi les plus faibles, 16 % versus 33 % pour les groupes d'âge de 25 à 54 ans.
Un autre exemple, c'est l'accès aux postes de gestion chez les femmes. Regardons brièvement l'évolution de cet indicateur euh, qui, euh, qui parle des pourcentages salariés qui occupent des postes de direction depuis 1987. Cet indicateur, au sein des différents groupes de population, donne un aperçu du degré d'influence et d'autorité dans la prise de décision au sein de l'économie et de la société. En 1987, il y avait 438 000 gestionnaires âgés de 35 ans et plus au Canada. Les femmes étaient sous-représentées, même si elles représentaient 44 de tous les employés dans ces groupes d'âge, elles constituaient que 27 des employés occupant un poste de gestion. En revanche, les hommes représentaient 73 de tous les gestionnaires, mais 57 de tous les employés. En 2023, un peu moins de 2 gestionnaires sur 5 étaient des femmes, ce qui représente un gain de 12 points de pourcentage depuis 1987. Cet indicateur donc, nous montre la hausse de 1987 à 2010, mais aussi l'absence de changement de la situation depuis. Regardons maintenant comment cet indicateur nous renseigne sur l'accès aux postes de gestion selon l'appartenance à un groupe racisé. Tout d'abord, parmi les groupes non racisés et non autochtones, 14 des employés des 35 ans et plus occupent un poste de gestion en 2021. Parmi les groupes racisés, les Canadiens d'origine coréenne possèdent l'une des proportions les plus élevées d'employés occupant un poste de gestion, à 13,6 suivi des Canadiens d'origine japonaise et chinoise, une proportion plus élevée que pour tous les autres groupes racisés. Globalement, les employés d'origine coréenne occupant un poste de gestion étaient particulièrement concentrés dans le secteur du commerce de détail, des services d'hébergement et de la restauration. Les Canadiens d'origine philippine, ceux ayant les taux les plus faibles des représentations à 5,3 qui occupaient un poste de gestion en 2021, travaillent plus fréquemment dans le même secteur que les gestionnaires d'origine coréenne. Donc, exactement le même secteur. En comparant les profils avec des employés noirs qui étaient gestionnaires, ces derniers occupaient un poste des cadres intermédiaires spécialisés, mais dans les domaines des services administratifs, services financiers, commerciaux et des communications, ou dans le commerce des détails, les commerces des gros et les services à la clientèle. Donc, on voit qu'eux, ils sont dans d'autres secteurs où ils sont surreprésentés. Ces portraits reflètent donc la diversité des situations et des écarts chez les différents groupes racisés pour un même indicateur. En conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question « la qualité de l'emploi s'améliore-t-elle avec un oui ou avec un non ?» Plutôt, cette question invite à d'autres précisions. Depuis quand? Pour quel groupe? Sur quel aspect du travail? De plus, la complexité humaine fait qu'un même emploi, profession ou situation de travail, qui peut être perçu de façon très positive par une personne, peut être perçu comme étant très négatif pour une autre. La bonne nouvelle est qu'un cadre statistique cohérent permet de collecter des données sur des aspects objectifs et expérientiels auprès des individus pour permettre d'apprécier ces concepts multidimensionnels et de suivre son évolution à travers plusieurs indicateurs et pour une panoplie de caractéristiques. Je vous remercie de votre attention. On va céder tout de suite la parole à deux de nos collègues qui sont en ligne parce qu'il y a une petite contrainte de temps pour l'une d'elles. Alors, Christine Herel, qui est professeure au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail, va présenter en collaboration avec son collègue Malo Moufakami. Vous êtes bien là? Oui. Alors, Malo est maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Alors, je pense qu'ils ont aussi des petites diapos à partager avec nous. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est bon? Excellent, oui. Ok. Eh ben, donc, je vais effectivement donc, commencer cette présentation. Alors, tout d'abord, effectivement, mes excuses pour cette contrainte, mais donc je devrais vous quitter dans une demi-heure environ.
Je pourrais continuer à suivre un petit peu, mais sur mon téléphone portable, donc ça ne sera pas idéal en tout cas pour intervenir en direct. Donc merci de nous donner la parole tout de suite. Malo, lui, pourra répondre à des questions en nos deux noms. Alors pour cette présentation, on a choisi de se concentrer sur quelques éléments de résultats, mais surtout en fait de discuter de la perspective et de la définition que l'on peut retenir en France pour mesurer la qualité du travail et de l'emploi. Sachant que donc un des points les plus importants, effectivement, quand on parle de qualité de l'emploi, je pense que ça a été dit déjà dans les présentations précédentes, c'est de se donner une définition et d'avoir une définition qui fasse relativement consensus. Donc dans le cadre français, ça n'est pas si simple. Alors dans nos travaux, au sein de, enfin c'est des travaux qui ont concerné plusieurs chercheurs donc de mon centre de recherche, le Centre d'études de l'emploi et du travail, mais aussi des collègues à l'extérieur. Nous avons en fait contribué à des projets européens dans lesquels un certain nombre enfin, on a effectivement du coup été en échange direct sur cette question de la définition de la qualité de l'emploi. Et donc notamment dans le projet Queenie, qui était un projet donc Horizon 2020, nous avions donc défini 6 dimensions qui sont très classiques et qui rejoignent celles qui ont déjà été présentées ou les travaux aussi de Eurofound, par exemple. 6 dimensions principales de la qualité de l'emploi, les salaires, les conditions d'emploi au sens du type de contrat, mais aussi des possibilités de mobilité, de transition d'un type de contrat à un autre, les conditions de travail à la fois sous l'angle conditions, risques physiques, mais aussi les risques psychosociaux et l'intensité du travail, une dimension centrée sur les questions de temps de travail et d'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, une autre dimension qui concerne les questions de formation et les perspectives de carrière, et puis enfin, la dimension 6 qui se concentre sur les questions de représentation collective et de participation des salariés. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que donc on a réussi dans différents cadres disons, à adopter cette même définition de la qualité de l'emploi en France. Alors, je citerai plusieurs exemples, mais le premier, c'est donc j'ai eu à la sortie de la crise sanitaire une mission sur les travailleurs et travailleuses de la seconde ligne, donc ceux qui avaient effectivement travaillé pendant la période de la crise, y compris donc en présentiel. Et sur ces travailleurs, donc la mission consistait effectivement à donner un cadre de mesure de la qualité de l'emploi. Et ce qui a été retenu a été effectivement un cadre en 6 dimensions, correspondant à ces 6 dimensions qui sont présentes sur cette diapositive, avec des publications qui ont été le résultat de travaux conduits par le ministère du Travail. Donc avec un caractère, on va dire, un petit peu officiel autour de cette définition qui avait été aussi discutée avec les partenaires sociaux. Alors je noterai aussi que sur cette question donc de la qualité de l'emploi des travailleurs et travailleuses de la seconde ligne, il y a eu une publication récente de l'INSEE qui vient de sortir, qui reprend ce cadre d'analyse. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a eu quelque chose qui s'est construit autour d'une définition en 6 dimensions et qui a été repris par, y compris donc non seulement des universitaires, mais aussi le ministère du Travail et donc l'INSEE sur l'exemple récent que je viens d'évoquer. Ça, c'est le premier exemple et le deuxième exemple, c'est dans le cadre, de France Stratégie qui est un think tank qui dépend, directement du gouvernement en France. Là aussi, donc on a mené, un travail sur la question de la qualité de l'emploi par métier et le cadre d'analyse retenu a été de nouveau celui-ci, donc en 6 dimensions. Donc on en est aujourd'hui là en France avec une définition qui est quand même utilisée régulièrement pour mesurer la qualité de l'emploi, même si elle n'est pas unique. Il peut y avoir bien sûr d'autres perspectives. Et puis, il y a depuis très longtemps en France des données sur les conditions de travail grâce aux enquêtes conditions de travail. Donc, on a beaucoup d'éléments pour effectivement appréhender cet ensemble de dimensions. C'est une grande richesse, même si on souhaiterait toujours avoir plus d'éléments. Alors très rapidement, pour ne pas dépasser le temps de parole, je vous montre donc quelques éléments que nous avons pu effectivement relever en utilisant cette dimension cette définition de la qualité de l'emploi que je viens d'évoquer.
Donc, un premier résultat, c'est là, en comparaison européenne, donc on a utilisé un cadre d'analyse multidimensionnel de la qualité de l'emploi pour montrer la position relativement dégradée de la France sur les questions de conditions et de qualité du travail. C'est ce que vous avez, les points, enfin les cases qui sont coloriées en rouge sont celles où l'écart par rapport à la moyenne européenne est défavorable à la France. Et donc, on voit bien effectivement un déficit de qualité de l'emploi et du travail sur la dimension conditions et qualité du travail et sur la dimension accès à la formation et perspectives de carrière. Je pense que la comparaison européenne est très utile pour positionner un certain nombre de questions dans le débat public et en l'occurrence, ces résultats ont été des résultats qui ont été repris et discutés parce qu'ils montrent effectivement donc, un déficit français sur ces questions. On pourra y revenir le cas échéant. Le deuxième résultat que je voudrais brièvement présenter, c'est donc dans le cadre du travail conduit avec France Stratégie. Il s'agit donc ici d'une application de la définition de la qualité de l'emploi en 6 dimensions au niveau des métiers. Donc on a regardé comment se caractérisait la qualité de l'emploi par métier. Et ce que l'on voit, donc avec des méthodes d'analyse de données, on a cherché ici à faire une typologie d'un certain nombre de groupes de métiers en France en fonction de la qualité des emplois. Et donc, on voit apparaître 6 groupes que je ne vais pas commenter dans les détails, qui sont bien sûr de plus ou moins bonne qualité. Ici, on ne quantifie pas directement un certain nombre de bons emplois ou de mauvais emplois au regard de la définition de la qualité de l'emploi. Mais ce qu'on montre, c'est plutôt une diversité de la qualité de l'emploi, avec donc bien sûr des groupes très favorables, les 2 premiers qui regroupent les métiers les plus qualifiés, etc. Mais on voit quand même apparaître des points négatifs. Par exemple, pour le premier groupe où on trouve les cadres, on a un point négatif concernant l'intensité du travail. Et puis ensuite, des groupes qui sont beaucoup plus défavorisés, les groupes 3, 4, 5, qui ont des bas salaires, mais qui vont ensuite se distinguer par, pour certains, des problèmes de risque physique, pour d'autres, des problèmes de contraintes horaires. Donc ça permet d'affiner le diagnostic en matière de qualité de l'emploi, et c'est ce point-là qui est important avec cette définition multidimensionnelle et au niveau des métiers. Et un dernier point pour ce que je voudrais vous présenter avant de passer la parole à Malo pour terminer, c'est que nous aussi, donc effectivement, une des préoccupations qui nous amène à travailler sur ces questions, c'est la question de l'allongement de la durée de la vie active et de la soutenabilité du travail. Et sur ce petit graphique, on voit effectivement, donc sur les données toujours par métier, on voit bien la corrélation entre donc la qualité du travail et de l'emploi et la soutenabilité du travail, la capacité à poursuivre jusqu'à la retraite. Et donc, ça montre effectivement à quel point cette perspective de la qualité de l'emploi, y compris en désagrégeant, comme on le fait ici au niveau des métiers, est très importante en termes de perspective de politique publique. Je laisse Malo compléter. Oui, bah merci beaucoup Christine. J'espère que voilà, vous m'entendez toutes et tous très bien. Alors Très du coup, bien. je vais poursuivre la discussion sur un peu les ouvertures, puisque voilà, dans le cadre de cette table ronde, il s'agit aussi d'interroger en quoi les mesures de la qualité de l'emploi et du travail peuvent nous servir aussi pour réfléchir aux mutations et aux crises, aux polycrises d'une certaine manière. En tant que chercheuse et chercheur sur les enjeux de qualité du travail et de l'emploi, il y a un fait assez majeur qui va peut-être un peu contraster avec la toute première présentation sur l'évolution de la qualité du travail et la qualité de l'emploi de manière plus générale. Si on a observé en fait plutôt une hausse en Europe, enfin on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi dans la discussion et dans les autres présentations, on a plutôt observé une hausse de cette qualité jusqu'au début des années 2000, mais disons que depuis les années 2000, on observe plutôt quelque chose lors de la stagnation, avec certaines dimensions de la qualité du travail, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une approche multidimensionnelle, et certaines dimensions, notamment l'intensification du travail, donc toutes les formes de mesure de l'intensité du travail, notamment l'intensité aussi liée à des horaires voilà, plus flexibles, donc une intensité aussi psychologique au travail a plutôt tendance à s'accroître en Europe, hein, et en particulier aussi en France, on l'observe bien, puisque la France fait partie des mauvais élèves, comme on l'a vu.
Une des explications possibles, et on a voilà, publié des travaux récents, c'est aussi le développement, alors c'est bien évidemment une des explications, hein, mais le développement des technologies numériques sont souvent étudiées, en tout cas dans la littérature économique, comme pouvant détruire, créer des emplois. Mais en fait, ce qu'on montre, c'est que quand on est un peu plus fin et qu'on utilise le cadre de la qualité de l'emploi et du travail. En fait, on peut aller au-delà juste de l'idée de savoir si les technologies numériques détruisent, créent des emplois ou provoquent des gains de productivité. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est plutôt en effet bénéfique pour les conditions d'emploi. C'est-à-dire que souvent, les travailleurs confrontés à des innovations vont être plus souvent en CDI, vont avoir des salaires plus élevés. Mais en revanche, on voit beaucoup d'autres dimensions de la qualité du travail qui se détériorent. Et notamment, on voit que des formes de flexibilité du travail voilà, peuvent être favorisées par les technologies numériques. Et ces formes de flexibilité, notamment des flexibilités type horaire atypique, qui vont plutôt concerner des ouvriers ou des employés, mais aussi des formes de flexibilité qui sont plus liées voilà, au métier de cadre, comme par exemple des flexibilités qui nécessitent voilà, de rapporter du travail chez soi, liées notamment aux outils numériques, de travailler le week-end, d'être disponible en dehors de ses horaires de travail. Ces formes de flexibilité du travail sont assez négatives pour la santé, ce qu'on a pu montrer récemment dans un papier. Et puis aussi avec un certain nombre voilà, de chercheurs et de chercheuses, on montre que par exemple la vague de télétravail suite à la pandémie a plutôt été associée en fait à une dégradation de pas mal de facteurs de la qualité de l'emploi et du travail. À ça, on peut évidemment ajouter les risques écologiques, puisque en effet, bah, il y a déjà les risques d'exposition biophysique qui s'intensifient. Alors, on peut penser évidemment aux vagues de chaleur, voilà, qui sont peut-être voilà, la première contrainte qui va s'exercer sur les travailleurs de manière assez uniforme. En fait, il y a plein d'autres types de risques qui peuvent aussi se poser, donc les risques en cascade, mais aussi l'exposition à voilà, des polluants ou un certain nombre d'autres problèmes environnementaux. Puis il y a aussi, et ça c'est tout nouveau, mais on est en train de les caractériser, les risques de transition. Donc l'exemple qu'on prend souvent, c'est par exemple si on interdit l'usage, par exemple, des pesticides pour les travailleurs jardiniers, par exemple des municipalités ou des collectivités, bah, en fait ça va intensifier en contrepartie le travail physique, puisque le désherbage, par exemple, peut se faire à la main, donc il peut y avoir plus de pénibilité. L'interdiction aussi des fois de certains matériaux ou de procédés chimiques peuvent conduire à des métiers plus physiques ou plus pénibles. Donc il peut y avoir aussi ces risques où la réglementation peut aussi accroître certaines expositions. Voilà, il y a notamment voilà, je recommande, mais je pense qu'Agnès en parlera, un très bon rapport récent de l'Eurofonds voilà, qui présente un peu l'état de la littérature et quelques résultats assez inédits. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Et donc, en fait, dès lors, bah, l'enjeu en fait de la qualité de l'emploi du travail et de toutes ces mesures, c'est l'enjeu de la soutenabilité du travail au sens fort. Donc, la soutenabilité dans le travail, comme on l'a présenté avant, mais aussi la soutenabilité du travail face aux enjeux de transition environnementale. Et selon nous, et c'est pour ça que là on est un petit peu, j'allais dire un tournant, c'est-à-dire qu'en tout cas on voit en tout cas en France la volonté d'adopter un vrai dispositif, une vraie méthodologie partagée de qualité de l'emploi du travail pour monitorer, enfin, pour avoir un suivi de toutes ces dimensions et de ne pas limiter les politiques publiques uniquement aux enjeux qui sont liés par exemple à l'emploi ou au salaire. Et donc, en conclusion, Christine, je te laisse passer la slide. Hop. Oui. Rapidement voilà, pour pas dépasser. Donc pour nous, voilà, il y a un enjeu méthodologique pour mesurer et suivre la qualité de l'emploi, ce qu'on a plutôt mis en avant et qu'on pourrait voilà, décliner, généraliser l'usage d'un référentiel, d'une méthodologie nationale qui permettrait en fait voilà, d'améliorer aussi la qualité du dialogue social, puisque ça permettrait d'avoir une référence sur laquelle on pourrait baser une partie du dialogue social, d'améliorer aussi les pratiques de management qui souvent ne voient pas cette partie ou qui le voient sous un angle qualité de vie au travail avec des enjeux qui ne sont pas réellement ceux de la qualité du travail, mais plutôt des enjeux liés au management et puis à des gains de productivité. Et puis, on pourrait aussi utiliser ce référentiel pour mettre en place des mécanismes incitatifs. Donc, en France, il y a un grand débat sur voilà, les avantages des subventions, les exonérations qui sont accordées aux entreprises, mais souvent sans contrepartie. Un cadre de la qualité de l'emploi et du travail pourrait aussi viser à voilà, exiger des contreparties à ces avantages pour favoriser, à travers des mécanismes incitatifs, une amélioration, une reprise de l'amélioration de la qualité de l'emploi et du travail. Je ne vais pas être plus long parce qu'on a déjà un petit peu débordé, mais je vous remercie. Enfin, on vous remercie. Donc, comme on est déjà en France, je céderai la parole, je fais le signe à droite parce que sur l'écran, il est à droite, à Thomas Coutreau. Thomas Coutreau, alors,
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il est l'ancien chef du département conditions de travail et santé à la DAR, au ministère du Travail en France. Alors, qu'est-ce que la DAR? C'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Il est aujourd'hui chercheur associé à l'IRES et a publié, je ne sais pas si vous allez parler de ça, Thomas, mais je veux quand même le mentionner parce que c'est un rapport proprement assez spectaculaire qui s'appelle Le bras long du travail, qui a été publié un peu plus tôt cette année, en 2024, et qui montre à l'aide de statistiques assez spectaculaires le lien entre les conditions de travail et les comportements électoraux. Alors, je vous recommande fortement la lecture de ce rapport. On pourra peut-être y revenir après. Alors, à vous la parole, Thomas. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, voilà. Donc je vais vous parler du rapport sur le bras long du travail parce que ça, c'est une outil. Et là, la commande était plutôt sur l'évolution, la mesure de la qualité du travail. Donc, je vais rester sur ce sujet-là. Euh, donc voilà, ma communication s'intéresse à la mesure des risques psychosociaux au travail et à l'émergence récente de la question du sens du travail dans le débat social en France. Alors, on a en France un débat social récurrent sur le travail et ses impacts sur la santé mentale. Ça a commencé, on peut dire, à la fin du XXe siècle avec un débat suscité par deux best-sellers en 98, un livre de Christophe Dejour sur la souffrance en France, un livre et un autre livre sur le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, et puis ensuite une série d'événements, un accord européen sur le stress au travail, une crise politique dite la crise des suicides à France Télécom dans les années 2008-2009, hein, à une réorganisation à marche forcée de cette entreprise publique, enfin privatisée, avec un plan d'urgence décrété par le ministère du Travail en 2009 contre les RPS au travail, et en 2011 un rapport d'expertise publié sous la responsabilité de Michel Golac, le sociologue et statisticien, sur le suivi des risques psychosociaux. En 2013, un accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Et puis en 2020, un débat à nouveau, un débat intense dans la société à l'occasion de la crise Covid sur la question des activités essentielles et j'y reviendrai du sens du travail. Donc, pour être un peu plus précis sur le rapport Gola qui a vraiment servi de marqueur, de référence et qui continue à servir de référence dans le débat public en France sur la question des risques psychosociaux au travail. Donc, c'est un rapport officiel demandé par le ministère du Travail à Michel Gola et alors à l'INSEE, l'Institut statistique, et qui a réuni une vingtaine de chercheurs de plusieurs disciplines et plusieurs nationalités, d'ailleurs dont Michel Dézina du Québec. Et une des conclusions de ce rapport, ça a été de la mise en place d'une nouvelle enquête statistique tous les 3 ans pour mesurer l'évolution, précision, l'évolution des risques psychosociaux au travail et répondre à la demande sociale très intense sur ce sujet. Alors, moi, j'étais à ce moment-là donc responsable des enquêtes sur les conditions de travail et la santé au travail au ministère, la DARES. Donc, c'est avec mon équipe, on a mis en place la nouvelle enquête, la refondation de l'enquête classique sur les conditions de travail qui était menée depuis 1978. Hein. Alors, le rapport Gola distingue 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux. L'intensité du travail, le manque d'autonomie, les rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Et donc, on a essayé, alors je signale aussi d'ailleurs le guide CDE sur la mesure de la qualité de l'environnement de travail. J'ai contribué également à ce travail et qui reprend largement enfin, les dimensions recensées dans la littérature internationale et dans le rapport Golac sur les principaux déterminants de la santé mentale au travail. Alors, la nouvelle enquête ou la nouvelle génération des enquêtes conditions de travail, donc c'est qui a été adoptée à partir de 2013 à l'issue du rapport Golac. Eh bien, 3 éditions ont déjà eu lieu. La dernière est en cours de collecte, hein, sur le terrain actuellement.
C'est une interrogation en panel, ça veut dire qu'on a interrogé les mêmes individus en 2013, en 2016 et en 2019 pour pouvoir suivre l'évolution de leur situation. Les questions historiques des enquêtes de conditions de travail traditionnelles ont été conservées pour l'essentiel, et puis on a introduit des questions nouvelles sur les événements de santé et les événements de la vie privée pour contrôler, c'est une variable de contrôle par rapport à l'évolution de la santé mentale, des variables sur la violence morale au travail, et puis sur les expositions aux facteurs de risque psychosociaux. En outre, cette enquête auprès des salariés, donc auprès des actifs plutôt, 25 000 actifs occupés, est complétée par une enquête par questionnaire postal et Internet auprès des employeurs de ces salariés. Alors, je rentre un tout petit peu dans la cuisine des enquêtes conditions de travail risques psychosociaux parce que il y a une méthodologie assez particulière qui consiste, alors c'est un enquêteur qui vient au domicile des personnes, mais pour les questions les plus délicates, elles ne sont pas posées par l'enquêteur, elles sont posées par la machine, par l'ordinateur, sous un casque. Donc le salarié, la personne qui répond sans que l'enquêteur connaisse ses réponses. Et donc, voilà, par exemple, des questions sur des conflits, des questions sensibles sur la vie privée, des questions sensibles, par exemple, sur les intentions suicidaires, sur le harcèlement ou la violence morale au travail. Je ne rentre pas dans le détail de ces questions, mais vous voyez un petit peu le type de questions assez délicates qu'on pose. Des questions sur la vie professionnelle. Là, par exemple, les conflits de valeurs au travail. À partir de cette collecte de données détaillées sur les facteurs psychosociaux, bien, on a fait beaucoup de publications, d'analyses. Par exemple, là, c'est une étude sur le lien entre absentéisme, présentéisme et les différentes dimensions des facteurs de risque psychosociaux au travail. Et on a pu montrer dans cette étude que la plupart des facteurs de risque psychosociaux avaient un rôle important dans la détermination de l'absentéisme et du présentéisme. Alors, une des recommandations du rapport Golax avait été de procéder à une veille scientifique permanente de façon à faire évoluer le système de suivi en fonction de l'évolution de nos connaissances. On a vu dans le débat public et dans le débat scientifique émerger au cours des années récentes la question du sens du travail. Chez les économistes, c'est tout à fait récent d'ailleurs chez les économistes, ça date d'il y a quelques années seulement. Chez les sociologues, c'est un peu plus ancien. Chez les psychologues et chez les gestionnaires, c'est une littérature qui est plus abondante et plus ancienne également, même si elle n'est pas très, très ancienne quand même. Alors pourquoi? Alors nous, à la DARES, et puis ensuite aux éditions du Seuil pour une version, disons, allégée, nous avons travaillé avec ma collègue co-auteure Coralie Pérez à une analyse statistique du sens du travail et de son influence sur la mobilité professionnelle, la prise de parole au travail et l'absentéisme pour maladie. Alors, je ne vais pas donner tous les résultats là, bien sûr, mais je vais juste évoquer quelques éléments marquants, disons, de cette analyse. Alors là, on est bien sur la question du travail. On cherche bien à évaluer l'impact du travail et on n'est pas sur la qualité de l'emploi, hein, comme ça a été évoqué principalement par les auteurs précédents. On est vraiment sur la question du travail en tant qu'activité, l'emploi étant le cadre institutionnel qui organise l'activité de travail. Et le sens du travail, il est à concevoir, à conceptualiser, nous semble-t-il, le sens d'une activité de transformation du monde qui tient en partie au fait qu'il y a toujours un écart, ça c'est un acquis de l'ergonomie, un écart entre la tâche et l'activité, ou entre le travail prescrit et le travail réel, qui amène les personnes au travail à mobiliser leur travail vivant, leur intelligence, leur sensibilité, leur initiative, leur créativité pour faire face aux imprévus, à la résistance du réel. Et l'organisation du travail va être déterminante pour permettre ou non le déploiement de cette habileté, de cette intelligence au travail, de ce travail vivant. Et donc le sens, il prend forme en 3 dimensions.
selon l'approche qu'on a proposée, hein, en fonction des enjeux de transformation du monde matériel. Est-ce que ce que je fais est utile socialement? En fonction des enjeux de transformation du monde social, est-ce que ce que je fais est cohérent avec mes normes éthiques ou professionnelles? Et puis, est-ce que ce que je fais me permet de me transformer moi-même dans un sens positif, de développer mes compétences et mes capacités? Et nous avons utilisé des questions, alors ça, ce n'est pas des questions nouvelles, hein, c'est des questions qui figuraient dans les enquêtes, la nouvelle génération d'enquêtes conditions de travail, risques psychosociaux, donc des questions par exemple sur la cohérence éthique, je les ai montrées tout à l'heure, sur la capacité de développement et sur l'utilité sociale ressentie du travail. Et à partir de ce jeu de questions, nous avons pu construire des scores, donc un score de sens du travail, un score global avec 3 sous-dimensions, utilité sociale, cohérence éthique et capacité de développement, et mesurer l'influence de différents facteurs sociodémographiques hein, sur la possibilité de trouver ou non du sens à son travail. Par exemple, sur cette diapo, vous voyez que les ouvriers trouvent plutôt moins de sens à leur travail. Par contre, toutes choses égales par ailleurs, les personnes peu diplômées en trouvent davantage, les fonctionnaires aussi, et les personnes en contact avec le public ou les métiers du soin trouvent davantage de sens, même si ils sont confrontés à des conflits éthiques, hein, des problèmes de cohérence éthique au travail. C'est particulièrement manifeste, par exemple, dans le cas de l'enseignement ou des métiers de la santé. Alors, l'explication des difficultés à trouver du sens à son travail peut être trouvée du côté de l'organisation du travail, ce que nous avons appelé le management par les chiffres. On a 3 indicateurs statistiques qui montrent une forte corrélation avec les difficultés à trouver du sens du travail. C'est la sous-traitance, le fait de travailler pour un donneur d'ordre, donc le fait d'avoir des objectifs chiffrés et le fait d'être soumis à des changements organisationnels permanents. Vous m'excuserez, je vais très vite, hein, mais c'est pour essayer de respecter le temps imparti. Donc, on peut évaluer les conséquences de la perte de sens ou du manque de sens du travail. Alors là, c'est par exemple les conséquences sur la mobilité professionnelle. La proportion de salariés qui changent d'emploi volontairement entre 2 enquêtes, puisqu'on est sur un panel, on peut suivre les personnes. Entre 2013 et 2016, on a 17% des salariés qui changent d'emploi. Eh bien, la proportion est de 22% pour les salariés qui connaissaient un faible sens de leur travail lors du point initial en 2013. Et c'est le facteur le plus corrélé, enfin en tout cas le plus associé, le plus fortement associé avec cette décision de mobilité. L'impact sur la santé psychique est encore plus important, puisque là, on a la proportion de salariés qui entrent en symptômes dépressifs. Donc, on a dans les questionnaires une évaluation de la santé, enfin du bien-être psychologique au travail par l'échelle WHO5, et la proportion de personnes qui contractent un symptôme dépressif entre les 2 enquêtes est d'environ 7 à 8%. Eh bien, c'est 2 fois plus. Les personnes connaissent une forte dégradation du sens de leur travail. C'est un facteur autonome par rapport aux autres conditions de travail. Par exemple, là, on a regardé l'impact des différentes conditions de travail pour expliquer l'entrée en symptômes dépressifs entre les 2 dates. Donc, c'est la variation, l'évolution des conditions de travail et des variables explicatives de la probabilité d'entrer en dépression, de contracter un symptôme dépressif entre 2013 et 2016. Vous voyez que la hausse de l'intensité du travail, la hausse des différents facteurs psychosociaux joue un rôle statistique important dans la probabilité d'entrer en dépression. Et la baisse du sens du travail donc, joue un rôle peut-être encore plus important, en tout cas un rôle autonome par rapport à l'évolution des autres facteurs psychosociaux. Donc c'est un facteur important à prendre en compte dans l'évaluation de la santé mentale et de ses déterminants. Alors, s'agit-il pour autant d'un nouveau risque psychosocial? Je pense que ce serait exagéré de dire ça dans la mesure où la perception du sens du travail est largement corrélée, très fortement corrélée à l'intensité du travail,
au soutien social, à la reconnaissance. Et donc, il s'agit peut-être plutôt d'une nouvelle manière de poser la question de la santé mentale au travail et la puissance statistique, si vous voulez, des indicateurs de sens du travail sur la santé mentale ou sur la mobilité, hein, leur caractère fortement explicatif au-delà des variables psychosociales ou des variables de conditions de travail plus classiques, nous fait dire que le sens du travail, en fait, est un marqueur dans le psychisme des individus, un marqueur de l'impact des risques organisationnels et psychosociaux sur l'équilibre entre les attentes des personnes par rapport à leur travail et les injonctions des organisations. Et donc ce déséquilibre, cette difficulté à trouver du sens à ce qu'on fait en fonction des injonctions portées par les organisations, se manifeste par ce sentiment de perte de sens qui est fortement associé donc à une dégradation de la santé. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Alors, la dernière présentation sera celle d'Agnès Parent-Thirion qui est en ligne avec nous. Alors, Agnès travaille chez Eurofound. Est-ce que Eurofound a besoin de présentation, une agence européenne importante qui étudie conditions de travail et conditions de vie? Agnès travaille à la planification, au développement, à l'implémentation d'une importante étude sur la qualité du travail, notamment l'European Working Conditions Survey. Alors, je lui cède sans plus tarder la parole. Voilà, bonjour, merci à tous pour l'invitation. J'aurais bien aimé être avec vous sur place, mais voilà, c'est pas possible. Et d'ores et déjà, je suis extrêmement contente d'avoir appris la nouvelle de la nouvelle enquête canadienne sur les conditions de travail. Et s'il était possible à un moment d'échanger un petit peu plus sur les résultats, cela me ferait aussi très, très plaisir. Et puis, encore un dernier mot. Donc, moi, je suis assez envieuse du système français de mesure de la qualité du travail et de l'emploi. Et donc, je pense que ça peut, en particulier l'aspect panel, et puis pouvoir lier avec les enquêtes entreprises. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple très important. Ici, le Canada, le Québec pouvaient développer dans ce sens-là un système d'enquête, ce serait absolument formidable. Alors voilà, bon, ma perspective, c'est donc je travaille pour une agence européenne qui est basée à Dublin. Donc c'est pour ça que j'ai un français qui est devenu un petit peu bizarre et un anglais qui est devenu aussi, qui reste toujours un peu français. L'important dans l'histoire, c'est c'est une agence européenne et deux, c'est une agence tripartite. Et donc, les membres du conseil d'administration viennent des gouvernements, des syndicats et des organisations d'employeurs de chaque État membre. Et ça nous donne une perspective un petit peu particulière sur la façon de gérer la qualité du travail et de l'emploi. Très rapidement, donc on discute, on a discuté enfin, on continue de discuter avec nos stakeholders sur ce qu'est la qualité du travail et de l'emploi, et on a fini par se mettre d'accord sur cette idée que il fallait pouvoir la définir de façon objective, et donc cette façon objective, ce serait de recourir à des études prospectives des cohortes médicales, épidémiologiques. Et donc, la qualité du travail et de l'emploi est faite pour nos stakeholders de ces caractéristiques du travail et de l'emploi qui ont un effet prouvé, positif ou négatif, sur la santé. Le deuxième point qui est important pour nous et qui est maintenant accepté par nos stakeholders, c'est qu'on la mesure au niveau du contrat de travail, parce qu'il y a une responsabilité, c'est là où il y a un contrat, et s'il est déséquilibré, les gouvernements ont un mandat, enfin une légitimité à intervenir pour régler ces externalités. Alors, comment nous la mesurons-nous? Donc, dans notre enquête traditionnelle, face à face, et donc on est en train de finir l'enquête de terrain en ce moment, on la mesure avec 7 indicateurs qui correspondent en gros à des modes d'action ou des agendas politiques.
Donc, dimension assez classique, un petit peu similaire à ce que Malo et Christine ont présenté un peu plus tôt, et les collègues canadiens. Donc, on mesure les risques liés à l'environnement physique, donc les postures, mais aussi l'exposition à des substances dangereuses, la qualité de l'environnement social, l'intensité du travail, donc qui est plutôt négative évidemment, la capacité d'utiliser, de développer ses connaissances, la qualité du temps de travail, la capacité à se projeter dans l'avenir et le niveau des revenus. Donc là, pour nous, c'est très clairement qualité du travail et de l'emploi. Et ce qui est important, c'est que dans chaque indicateur thématique, on a beaucoup d'indicateurs et on en rajoute encore. En 24, on a rajouté d'autres indicateurs qui devraient rentrer. Et on en a qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs et on regarde comment les deux s'équilibrent. En 2021, on a dû faire on avait commencé notre enquête conditions de travail en 2020 et on a dû arrêter l'enquête de terrain parce qu'il y avait la Covid évidemment. Et donc on en a profité, on a dû changer complètement l'enquête et on a fait l'enquête par téléphone donc ça voulait dire qu'on a dû faire un questionnaire beaucoup plus court. Et on a mis en œuvre cette approche qui était présentée par Thomas, qui a été préparée par l'OCDE, donc Monitoring the Quality of Working Environment. Et je faisais partie du groupe de travail avec Thomas. Et donc on s'est dit, utilisons-la, puisqu'en fait, on l'avait déjà utilisée à partir de l'enquête 2015, mais avec des indicateurs plus grands. Donc, ce que propose cette approche, qui est assez intéressante aussi, et qui est très complémentaire, en fait, de l'approche que je vous ai présentée, c'est cette organisation en dimensions. Et cette fois-ci, ce sont des niveaux d'action plutôt que des domaines thématiques d'action politique. Donc, on peut agir au niveau de l'organisation, on peut agir au niveau de l'organisation du temps de travail, on peut agir au niveau de la sécurité du travail et du système qui soutient l'emploi. On peut agir au niveau de l'environnement physique, des contraintes qui existent, et on peut agir au niveau de l'organisation des tâches, et on peut soutenir ou, au contraire, diminuer plus ou moins le sens du travail, quoi. Et donc, c'est ces dimensions d'action au lieu de dimensions thématiques. Et puis, l'autre chose qui est importante, elle met clairement en évidence que certaines des caractéristiques du travail et de l'emploi contiennent un risque pour la santé, ou alors utilisent de l'énergie, alors que d'autres caractéristiques du travail et de l'emploi soutiennent l'activité ou diminuent le risque. Donc, ça montre bien qu'une approche sur la qualité du travail et de l'emploi doit réduire ce qui est problématique et aussi soutenir ce qui peut aider les personnes au travail. Alors, en quoi c'est utile, la qualité du travail et de l'emploi? Ça, c'est la série d'enquêtes qu'on fait depuis des années, nous montre que la qualité du travail et de l'emploi, elle est associée de façon assez cross-sectionnelle, malheureusement pour le moment, avec la santé et le bien-être au travail, avec moins d'absence et moins d'absence et moins de présentéisme, un travail qui fait du sens, une sécurité financière, un engagement au travail, donc ça c'est important pour les entreprises aussi, de la motivation, un climat social positif, un équilibre vie privée, il y a un travail soutenable, donc au-delà de 60 ans, de 65 ans. Donc des bénéfices qui sont à la fois pour les salariés et les membres de leur foyer, mais aussi pour les entreprises. Des travaux récents ont pu lier, grâce à des panels et des household surveys, la qualité du travail et de l'emploi avec la qualité de la vie. Donc, ce sont des travaux par Francis Green, Ying Zhu et d'autres collègues. Et ce qu'ils ont montré d'assez important, c'était le rôle important de la qualité du travail avec l'association importante entre qualité du travail et bien-être.
qualité du travail et satisfaction, qualité de vie. Et là, un rôle très, très important puisque c'était au-delà, au même niveau de celui de la santé. Donc, ça veut dire que la qualité du travail et de l'emploi est un déterminant essentiel de la qualité de vie. Donc, si on veut développer, si on se développe vers des économies du bien-être, ça renforce le besoin de suivre et d'augmenter la qualité du travail et de l'emploi. Alors ça, c'est un point que Malo avait un peu abordé. Donc, comment est-ce qu'on améliore la qualité du travail et de l'emploi? Et en fait, ce qui marche le plus pour nous, c'est des formes d'organisation du travail qui impliquent les travailleurs au niveau de la tâche, mais aussi au niveau de leur organisation, enfin, de leur capacité à participer aux décisions dans l'organisation qui les concerne. Voilà. Où en étant là, et ben, dans l'ensemble en Europe, en 2021, un tiers des salariés, enfin des salariés, étaient employés dans des organisations qui avaient un niveau élevé de discrétion et un niveau élevé d'organisation, de possibilité de participer aux organisations, développement de l'organisation. Et quand les salariés étaient dans ces organisations-là, on voyait qu'ils pouvaient aussi apprendre, ils étaient davantage exposés à un environnement qui leur permettait d'utiliser et d'apprendre leurs compétences. Et on pouvait voir une réduction entre les groupes qualifiés et les groupes peu qualifiés. Donc vraiment, pour augmenter la qualité du travail et de l'emploi, travailler là-dessus. Alors, quelles sont les comparaisons qui sont disponibles? Alors, c'est un grand problème et c'est pour ça que j'étais très contente d'apprendre que cette enquête canadienne était en cours. On a très peu de données au niveau mondial pour mesurer la qualité du travail et de l'emploi. Alors, on avait travaillé sur un projet pilote avec l'ALO, le BIT, et on a des données qui sont disponibles pour la Corée de façon très, très régulière. Pour les USA, on a eu une fois, la Chine une fois, et Uruguay, Argentine, en fait, collecte des données de façon plus régulière que USA et China. Donc, ce qui était assez intéressant, c'était de voir qu'il y a des choses qui sont plus... il y avait beaucoup de choses étaient communes, mais là où il y avait le plus grande différence, c'était sur les choix en matière d'autonomie au travail. Donc, l'autonomie au travail était beaucoup plus faible en Corée que dans les autres pays. Et l'autre dimension sur laquelle il y avait beaucoup de différences, c'était la question des opportunités pour participer au développement organisationnel. Et là aussi, en Corée, beaucoup plus faible, et aux États-Unis, pas si fort que ça, et beaucoup plus important à l'Uruguay. Donc, les choix d'organisation sont très importants et voilà. Une autre raison pour laquelle la qualité du travail et de l'emploi est importante, c'est, je pense, on est dans ce contexte en Europe aussi, comme au Canada, de marché du travail caractérisé par un vieillissement et où la position des salariés a un peu augmenté. Et donc là, ce sont des travaux qu'on a fait avec la Commission européenne. Et ce sont les métiers qui depuis 10 ans, expérience des labor shortages persistants, donc dans plus de 3 pays de façon systématique, etc. Et le message important de cette slide, c'est que ces professions qui rencontrent des difficultés à recruter, à part celles dans le digitalization, ont des conditions de travail très difficiles et une qualité du travail et de l'emploi plus faible. Donc, c'est aussi un argument pour pour augmenter la qualité du travail et de l'emploi. Même chose avec ce qu'on appelait en Europe les critical workers ou les essential workers, donc ceux qui, pendant le Covid, ont continué à travailler et à se rendre sur des lieux de travail où ils étaient encore en contact avec le public et des patients.
Et donc, parmi ces métiers dits essentiels et qui jouent un rôle essentiel pour soutenir nos sociétés, une qualité du travail et de l'emploi qui est plus faible. Et j'attire votre attention sur les travailleurs, enfin les gens qui ramassent nos poubelles et les gens qui nettoient dans notre bureau, qu'on oublie trop souvent, et donc qui ont un problème de qualité du travail et de l'emploi. Ce qui est aussi intéressant sur cette slide, c'est quand on regarde ces professions, elles sont très gender segregated, donc elles sont à dominante homme ou femme, mais elles ne sont pas mixtes du point de vue du genre. Alors Malo a évoqué ce rapport qu'on a fait récemment sur la qualité du travail dans le contexte du changement climatique. Donc, je crois, donc il a un petit peu expliqué, voilà. Donc, ce que je voulais juste dire très simplement, c'est que le changement climatique, c'est pas une bonne nouvelle pour la qualité du travail et de l'emploi, parce que ça va, voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça va augmenter des risques. Alors certains, comme les gens qui travaillent à l'extérieur, sont les plus, ou les gens qui travaillent dans avec de la chaleur sont les plus exposés, mais pas uniquement. Il y a des risques qui sont liés à la transition ou à l'absence de transition, et ce sont à la fois des risques physiques et des risques psychosociaux. Voilà, donc je crois que les images l'illustrent bien. L'image du haut, c'est des vignes en France, il y avait du gel, et les agriculteurs ont essayé de préserver leurs réserves. Voilà, on ne sait pas, et en allumant des feux pour que le vin, enfin le raisin ne gèle pas. Bon, ça n'a pas marché évidemment. Un autre exemple en bas, c'est les fermetures des centrales à charbon. Voilà, donc c'est pas une bonne nouvelle. Par rapport à cela, les entreprises s'organisent, et on a différents types de compromis qui sont faits. Donc certains, comme l'exemple que donnait Malo, où en fait on diminue face à en adoptant, on augmente une contrainte. Il y a on a plusieurs exemples de ce type. On en a d'autres où on peut faire les choses bien. Donc vraiment, il est important maintenant de penser au changement climatique et à comment le changement climatique et la transition impactent sur la qualité du travail et de l'emploi. Donc là, ici, ce qu'on avait fait, c'est en utilisant la base de données ONET, on a constitué différents groupes de professions en fonction de leur impact, enfin de leur degré de greening, verdissement. Et ce qu'on voit, c'est que les nouveaux métiers ont une qualité du travail et de l'emploi plutôt, nouveaux métiers verts plutôt bonne. D'ailleurs, c'est des métiers plutôt téléworkable, etc. Beaucoup de métiers, les gens vont devoir développer leurs compétences. Et là, c'est déjà un petit peu plus tendu. Par contre, ceux qui vont très concrètement faire la décarbonisation, ceux qui vont nous nourrir, là, la qualité du travail et de l'emploi est déjà problématique. Elle sera encore plus problématique. Donc, on a un vrai risque, si on ne fait pas quelque chose, de ne pas pouvoir faire humainement notre transition, parce qu'on n'aura pas les travailleurs pour. Voilà, donc mes conclusions, c'est qu'il est tellement important de mesurer et de suivre, donc mesurer et suivre, et je pense qu'on a avancé maintenant pour pouvoir avoir à la fois des modules un peu plus courts et puis des enquêtes plus longues. Les deux, on a besoin des deux, parce que l'enquête longue permet de valider un peu mieux l'enquête courte. L'enquête courte, on peut la mettre dans d'autres outils statistiques, et donc essayer de mieux comprendre comment ça se passe, donc voilà. Ça, c'est important. Il faut parler de la qualité du travail et de l'emploi, donc dans les entreprises et ailleurs, mais aussi dans les entreprises, enfin, surtout beaucoup dans les entreprises.
Et puis l'importance de la qualité du travail et de l'emploi dans le contexte de polycrisis, je ne sais pas comment on dit ça en français, voilà, est encore plus importante. Et le risque de la décarbonisation, voilà, puisqu'il y a un risque sur notre capacité à vraiment implémenter la décarbonisation et la soutenabilité du travail et l'attractivité des travailleurs, enfin l'attractivité des professions pour les travailleurs essentiels est essentielle. Je vous remercie. Merci infiniment. OK, alors on a un petit moment de tour de table, de questions. Je veux vous céder la parole avant toute chose. Alors, je vais me promener avec le micro. Peut-être vous présenter avant de poser votre question. Xavier Saint-Denis, Institut national de la recherche scientifique. J'ai une question pour... j'ai un commentaire que je vais formuler sous forme de question. Donc, en particulier, pour la première présentation de Cloutier Villeneuve, je trouve que à travers la deuxième, troisième, quatrième présentation, ce qu'on a bien vu, c'est la multidimensionnalité du concept de qualité d'emploi. Et ça donnait des présentations un peu frustrantes. On se disait, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Il n'y a pas de réponse. Pas il n'y a pas de réponse, mais la réponse est complexe parce qu'on a tellement de dimensions. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est à la fois ce qui est fait à Statistique Canada avec des données très désagrégées sur différentes dimensions de la qualité d'emploi, ce qu'on voit qui a été fait en France, on a une bonne idée de l'évolution d'indicateurs individuels et les chercheuses, parties prenantes qui sont intéressées à l'évolution de certains indicateurs particuliers qui sont vraiment importants dans un certain contexte peuvent aller chercher ces données-là désagrégées. Mais on n'a pas la réponse de ce que la qualité de l'emploi évolue dans une direction ou l'autre. Dans la présentation de Cloutier Villeneuve, ce que j'apprécie, c'est qu'on a essayé d'avoir une réponse à cette question-là. La qualité d'emploi semble avoir augmenté. La proportion d'emplois de faible qualité semble avoir diminué. Là où c'était peut-être moins satisfaisant, mais je pense que ça ouvre la porte à une analyse complémentaire qui pourrait être vraiment intéressante. C'est quoi la dimension qui explique cette variation-là? Donc, est-ce qu'on peut décomposer l'indicateur pour dire quelle proportion du déclin de la faible qualité d'emploi s'explique par le déclin des emplois à faible revenu? Quelle proportion du déclin s'explique par la variation dans les heures de travail? Quelle proportion du déclin s'expliquerait par le déclin de la surqualification? Et donc, je pense que cette analyse-là de décomposition pourrait remettre de l'avant le caractère multidimensionnel de la qualité d'emploi, tout en fournissant une réponse potentiellement oui ou non, mais ensuite, pourquoi? Ce qui est peut-être un petit peu ce qui manquait. Donc, j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu des efforts dans ce sens-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de présenter, mais qui pourrait être fait? Puis peut-être du côté de Statistique Canada, des personnes en France, en Irlande, est-ce que c'est un exercice qui est fait aussi de réagréger ces indicateurs-là multidimensionnels désagrégés pour essayer de comprendre s'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse en termes de qualité d'emploi avec un indicateur agrégé? Donc, c'est un peu ça ma question, mon commentaire. Grande question. Un instant, je vais juste voir s'il n'y aurait pas une autre question avant de vous céder la parole, Luc. Il y en a une sur le Zoom. Merci de me rappeler à l'ordre. Allez-y sur le Zoom. Nesrine, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Nesrine Haïdi, docteur en relations industrielles. Mes travaux de thèse portaient sur le marché du travail formel, la qualité de travail et de l'emploi dans les pays en développement, cas des jeunes diplômés universitaires. Donc, je suis aussi conseillère à la CPMT. Et ma question, c'était, en fait, dans un contexte de polycrise qui exacerbe, en fait, les défis liés à la qualité de travail et de l'emploi, pensez-vous qu'il soit possible d'établir un consensus sur la définition commune d'indicateurs de la qualité de travail et de l'emploi, malgré les différences de contexte et de secteur, afin d'orienter les politiques publiques d'emploi vers une amélioration concrète de cette qualité? Quels éléments essentiels devraient figurer en fait dans cette définition pour guider efficacement les décideurs? Merci. OK, peut-être le temps pour une dernière question et après, je cède le micro. Béatrice a une petite question. Un instant. Bonjour, Béatrice Venn, avocate. Donc, en fait, ma question est pour les statisticiens du Canada. Donc, je me demandais, dans les données, j'appréciais la notion de personnes non racisées et non autochtones dans le détail là, sur les cadres. Il n'y avait pas non plus de mention, je ne sais pas où les autochtones, eux, se situent par rapport à ça. J'avais des questions par rapport à ça. On se demandait aussi la catégorie noire versus, mettons, coréen, japonais. Tu sais, comment ces
se déploie cette racisation-là dans la prise de données statistiques. Puis aussi, justement, la prise en compte finalement des Autochtones. Je sais que les données étaient principalement hors communauté, hors réserve. Est-ce qu'il y a quand même une volonté justement de s'intéresser à l'emploi en communauté, en réserve? Parce que je pense que ça pourrait être fort intéressant. Céder la parole à Luc pour commencer. Ensuite, Daniel, puis je vais vous passer la parole en ligne ensuite. C'est bon? Parfait. Merci, Dalia. Alors, merci pour ton intervention, Xavier. Alors, pour répondre à ta question, on n'a pas été plus loin, on ne fait pas d'analyse plus détaillée, mais on invite les chercheurs à s'intéresser à cette question. Et d'ailleurs, ce n'est pas impossible de partager un peu nos méthodologies pour pouvoir, quand vous avez accès aux microdonnées, parce que ça a été fait dans les laboratoires de Statistique Canada. Donc, évidemment, on semble avoir une espèce de différenciation avec ce qui a été présenté par après, j'en suis conscient. Il faut comprendre que plusieurs éléments ou dimensions qui ont été parlés, qui ont été discutés ou présentés par, entre autres, nos intervenants français, européens, et à Statistique Canada aussi, c'est toujours la question, est-ce que c'est un indicateur de qualité d'emploi? Est-ce que c'est un indicateur de qualité du travail? Dans notre modèle, c'est la qualité de l'emploi qui est plus les variables exogènes, les conditions. Mais quand on rentre dans le qualitatif, on a également, on a quand même les conditions psychologiques, les risques psychosociaux font partie de notre modèle, mais on n'a pas de données là-dessus. Alors moi, je demeure quand même très, disons, attentif avec les travaux de Statistique Canada, nos collègues, puisque éventuellement, on va pouvoir associer à ces niveaux-là d'autres indicateurs et donc apprécier plus. Il se peut fort bien que dans le modèle de qualité élevée, certains groupes aient des risques psychosociaux plus élevés, ce qui n'est pas incompatible avec un emploi de qualité élevée en général. Donc, ça sera apprécier les conditions. Je ne sais pas si je réponds assez bien. Pour la question du désagrégé agrégé, j'ai fait une étude sur un indice de qualité d'emploi il y a quelques années avec les données de l'Écotest et je suis très heureux d'apprendre que nos intervenants français de la DARES, c'est la DARES, ont l'intention d'aller de l'avant dans un tel indice. Pourquoi? C'est que ça devient un outil puissant d'analyse statistique. Lorsqu'on a des catégories, lorsqu'on a des variables individuelles, on porte une lecture, disons, fragmentée, comme on a pu voir. On voit quand même les catégories professionnelles, comment elles se distinguent, mais c'est important aussi d'avoir un regard global et d'introduire aussi la question du sens et la satisfaction. Je pense que c'est primordial. Donc, j'ai beaucoup d'attentes avec Statistique Canada sur leurs données qui seront éventuellement disponibles pour enrichir justement la compréhension. Mais nous, notre objectif, c'est de faire aussi un suivi d'année en année, donc d'être capable de capter si le marché du travail, par exemple, notre modèle a très bien déterminé, bon, il n'y avait pas trop de surprises, pendant la pandémie, je termine là-dessus, on a eu une hausse de la qualité d'emploi élevée. Pourquoi? En fait, c'était factice. C'est que les emplois faiblement rémunérés, dans le domaine de l'hébergement, la restauration, le commerce de détail ont décliné, comme on le sait fortement. C'est ce qui a fait baisser le nombre d'emplois de qualité élevée. Donc, l'indicateur a été rehaussé artificiellement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça a continué d'augmenter. Ce qui veut dire qu'il y a une transition vers des emplois de qualité élevée, puisqu'on aurait dû s'attendre à une reprise de la qualité de l'emploi faible, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est une façon de mesurer qui est quand même intéressante, mais il faut aller plus loin dans le détail et je suis convaincu qu'on va pouvoir, et avec la communauté de la recherche que j'invite, à s'intéresser. Et le modèle qui est présenté est un modèle, est une approche. Pour les définitions, justement, est-ce qu'on peut s'entendre sur les définitions? Je vous dirais que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la qualité de l'emploi et j'ai vu une multitude de définitions. Les définitions internationales ont le mérite de placer sur un plan international, mais les définitions des chercheurs et les définitions locales, ce que je pourrais dire sont les pays ou les régions, sont tout aussi importantes pour comprendre les réalités. Donc, il ne faudrait pas qu'un modèle national ou un modèle international surdétermine qu'est-ce qui est un emploi de qualité. Je pense qu'il faut laisser libre cours à l'innovation dans ce domaine. Donc, il y avait une première question sur un élément qui devait figurer comme étant commun pour la qualité de l'emploi et l'amélioration du travail. Quel serait l'élément? Et c'est la question de Nesrine Ajadi. Et je pense que la réponse à ça, c'est l'objectif du cadre que je présentais est centré sur le bien-être et la qualité de vie. C'est un aspect, la qualité de vie. C'est vu comme un aspect, la qualité de vie, la qualité de l'emploi. Et donc, c'est en contribuant à la qualité de vie que toutes les dimensions sont nommées, ils sont
et sont discutés. Donc, c'est ça les critères qui guident ces cadres-là. Il y avait aussi la question sur les données touchant les autochtones dans les groupes non racisés, dans les groupes racisés. Tout d'abord, dire que l'enquête sur la population active couvre les autochtones hors réserve dans les provinces. Mais bon, on n'a pas des données, je veux dire, les groupes racisés, cette définition, c'est une définition normative sur la qualité, sur les groupes racisés, plutôt une minorité visible. C'est une définition qui existe qui, au gouvernement fédéral, qui fait actuellement l'objet des consultations et des travaux pour avoir une définition peut-être plus consensuelle par rapport aux différents acteurs. Il est possible d'avoir des données chez les Autochtones, ne sont pas présentées ici. C'est toujours quand on fait des publications sur ces groupes-là, il y a des consultations auprès de ces groupes-là et pour tenir compte des différents aspects et non par rapport à la sensibilité qu'il peut avoir de ces groupes-là. Donc, il y avoir une nouvelle définition éventuellement qui va tenir compte de ces aspects-là. On va devoir s'arrêter ici à mon grand désarroi parce que je constate que la prochaine séance commence à 14h05. Alors, il y aura très peu de temps pour le battement entre les salles. Je remercie infiniment nos collègues en Europe. Il faut le souligner, il est presque 21h présentement en France. Ils sont tous et toutes en France. Donc, merci infiniment pour votre générosité, votre présence et on se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'organisation.